Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Le président Patrice Talon, vous le savez, a procédé à un nouveau remaniement ministériel. 6 entrées, 3 sorties et un subtil jeu de chaises musicales. Les précisions avec James William Bagiti. Une configuration de base peu modifiée, des ténors maintenus, 3 sorties pour 6 entrées. Le remaniement ministériel intervenu ce jour au Bénin porte les germes de la stabilité, même s'il réserve quelques surprises. La stabilité, c'est donc le maintien à leur poste de la plupart des ténors du gouvernement sortant. Abdoulaye Biotchane, Aurélien Agbenossi, Séverin Kenom, Romuald Wadaï, Saka Lafia, Adidja Toumatis, entre autres, prouvent par leur maintien que Patrice Talon fait confiance à une équipe dont les performances le satisfont. Parmi les entrées, on notera celle de Véronique Toyin-Fodé, médecin gynécologue, qui prend le nouveau portefeuille des affaires sociales et de la microfinance. Jean-Michel Abimbola, député, hérite du ministère du Tourisme qui se détache de celui des Sports. Sadia Assouman, peu connu jusque-là, prend les rênes du ministère du Commerce et de l'Industrie. Alassane Seydou, jusque-là intérimaire, confirmé à la décentralisation, c'est Hervé Khekhomen qui signe son grand retour au ministère des Infrastructures et des Transports. Le ministère de l'économie numérique et de la communication connaît également un éclatement entre la digitalisation qui reste le domaine confié à Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, tandis que la communication échoua à Maître Alain Oronla. La surprise, la vraie, est venue de ce nom qui détonne, Éléonore Ladékan Yayi, la 3e vice-recteur de l'université d'Abomey-Calavi, proche de l'ancien président Boni Yayi, n'était sans doute pas attendue pour entrer au gouvernement. Ce sera pourtant à elle d'assumer les charges de ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en remplacement de Marie-Odile Atanasso. Entre éclatement de portefeuille ministériel et nouvelles fonctions gouvernementales, il transparaît plus de logique dans les attributions créées. Un souci d'efficacité et de cohérence à la charge de cette équipe déjà perçue comme un gouvernement de combat. Il s'agit sans doute là du dernier remaniement du président Patrice Talon, dont la pratique a démontré l'attachement à la stabilité de son équipe gouvernementale. Entre autres défis, il devra conduire et réussir la mise en œuvre des réformes inscrites au programme d'action du gouvernement au cours des 17 derniers mois du quinquennat. Depuis ce remaniement ministériel, le Bénin a désormais un ministère chargé uniquement de la communication et de la poste. Le nouveau patron de ce département ministériel a pris service cet après-midi. Maître Alain Oronla a affiché son ambition de relever les défis qui s'imposent. Jean-Claude James et Brice Thibodeau, compte rendu. La scission de l'ex-ministère de l'économie numérique et de la communication est ainsi officialisée. Elle permet à Maître Alain Oronla, ministre de la Communication et de la Poste, de poursuivre le chantier jusque-là conduit par Aurélie Adam Soulé-Zoumarou. Je suis heureuse de garder en mémoire nos grandes réalisations, nos actions communes et les objectifs que nous avons remplis, même si, lorsque il reste à faire, eh bien, il faut toujours donner de son énergie et de son enthousiasme. Le nouveau locataire de la maison communication est revenu dans son intervention sur les points essentiels d'une presse au service du développement. Les choses ne sont pas difficiles à comprendre. La mission, c'est d'avoir un paysage audiovisuel équilibré, de grande qualité, avec une production assidue qui ne soit pas décousue. Cela passe par la compétence, mais cela passe aussi par le goût du travail bien fait. Et je crois qu'ensemble, nous trouverons la formule d'améliorer ce qui se fait déjà et qui n'est pas mauvais, mais qui n'est pas encore à la hauteur des espérances du président de la République. Je voudrais compter sur vous pour que ce pari soit gagné rapidement. Aux professionnels des médias en général, je dirais, nous veillerons évidemment à l'existence d'une presse plurielle et libre, mais compétente et responsable. Cela veut dire que nous devons travailler ensemble pour que ce qui est écrit et diffusé soit au moins prouvé et que
l'on ne dise pas n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Nous veillerons à ce que le secteur de la poste, qui est l'un des tout premiers prestataires de notre pays, un secteur qui fonctionne bien par ailleurs, sorte de l'obsolescence et que nous ayons une poste dynamique, réformée telle que le veut le président de la République, qui a une vision et beaucoup d'ambition pour notre pays et que nous allons partager ensemble. Aucun départ n'est enregistré suite à cette passation de charge. Les deux autorités sont toujours dans le gouvernement pour donner corps aux ambitions du chef de l'État et ce sera avec l'appui des partenaires sociaux. Madame et Monsieur les ministres, vous pouvez déjà compter sur notre collaboration qui vous sera très franche et sincère. Une nouvelle page s'ouvre pour le secteur de l'audiovisuel au Bénin, laquelle sera écrite sous le leadership de Maître Alain Soro Orunla. Cérémonie de passation de charge au ministère de l'Industrie et du Commerce cet après-midi. Serge Arissou cède sa place à Sadia Assouma. C'est à la suite de la formation de la nouvelle équipe gouvernementale dévoilée hier. La cérémonie de passation de charge a eu lieu en présence des cadres du ministère. Compte rendu. Il a passé 23 mois à la tête de ce département ministériel. Et quand l'heure a sonné pour Serge Arissou de rendre les clés de la maison industrie à son successeur, l'homme ne tarit pas d'éloges à l'endroit du chef de l'État. Rester ensemble, sans heurts, sans bruit, sans dégâts. Je vous remercie infiniment. Et je voudrais que vous accompagniez Madame la ministre entrante de la même façon que cela s'est passé. Je voudrais que les choses se passent dans la discipline, dans le respect de la hiérarchie. Et je pense que nous construirons ensemble la République, si tant chère à nous tous, si tant chère à notre cher président, son Excellence Patrice Talon, à qui je rends un vibrant hommage de m'avoir accepté à ses côtés depuis plus de 3 ans, parce que je suis passé d'abord par le poste de directeur de cabinet du ministère de l'économie numérique et de la communication avant d'être ministre. Je suis toujours avec le président Patrice Talon. Je voudrais le remercier de tout cœur. Je voudrais demander au peuple béninois de prier pour cet homme qui est une espèce rare, une qualité d'homme qui ne court pas les rues, dont le Bénin a la chance d'en bénéficier. La ministre entrante mesure l'immensité de la mission qui lui a été confiée. Elle s'engage à relever les défis qui l'attendent dans ce secteur important pour le gouvernement de Patrice Talon. Je voudrais rendre ici un vibrant hommage à M. Serge Arissou, qui aujourd'hui me transmet le relais pour les efforts fournis et pour les œuvres accomplies pour faire avancer les secteurs cruciaux de notre économie. Monsieur le ministre, je voudrais vous donner l'assurance que les résultats obtenus sous votre direction, qui constituent autant d'acquis, seront préservés et capitalisés. Nous poursuivrons l'intérêt national, les réformes utiles pour faire face aux défis du moment et pour booster les secteurs de l'industrie de notre pays. Mon ambition est donc de poursuivre les projets et programmes dont j'hérite en imprimant à leur mise en œuvre une nouvelle dynamique s'inscrivant dans le cadre de stratégies novatrices pour tenir compte du contexte actuel. Je prends donc l'engagement d'ouvrir les nouveaux chantiers qui s'imposent pour répondre aux multiples attentes de nos populations, producteurs, distributeurs et consommateurs. Et pour mes collaborateurs, je voudrais, sur la base de ce qui précède, engager l'ensemble du personnel du ministère, du département, toutes catégories confondues, au travail acharné pour l'atteinte des résultats assignés à notre ministère. La signature des procès-verbaux a mis un terme à la cérémonie de passation de charge.
3 ans et 5 mois après avoir pris fonction à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur, Marie-Odile Atanasso passe le témoin. Elle a cédé son fauteuil à Éléonore Yahi Ladekan au cours d'une cérémonie qui a eu lieu aujourd'hui. William Aguia, Malini Tiboso. C'est un fauteuil qu'elle a occupé depuis les premières heures du gouvernement de la rupture. 3 ans, 5 mois passés à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur avec pour mission la conduite des réformes du nouveau départ dans ce secteur de l'enseignement. À l'heure du bilan, Marie-Odile Atanasso se réjouit du chemin parcouru. Je remercie le président Patrice Talon pour m'avoir permis de faire cette expérience à la tête de ce ministère pendant 3 ans et demi. Ce fut une belle expérience, ô combien exaltante. Depuis 2016, je me suis évertuée à mener quelques réformes, appréciées ou décriées selon les publics cibles, en vue d'améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et la rentabilité de la recherche scientifique sous toutes ses formes. Pour elle, l'aventure s'arrête désormais ici. Éléonore Yahi prend le relais pour la suite de la mission. La nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur veut compter sur le personnel pour l'atteinte des objectifs. Je voudrais, d'entrée de jeu, exprimer toute ma reconnaissance à l'endroit de son Excellence, le Président de la République, qui a bien voulu m'appeler à cette noble et exaltante tâche qui m'a identifié parmi les cadres de la nation pour accomplir à ses côtés cette tâche républicaine qui appelle tout le monde parce qu'il s'agit bel et bien de l'enseignement supérieur. Donc la responsabilité est bien grande. Saluant les efforts de Marie-Odile Atanasso à la tête du ministère, le personnel veut aussi compter sur la nouvelle entrante pour davantage prendre en compte leurs doléances pour le rayonnement de leur ministère. Dans la nouvelle équipe, aux côtés du chef de l'État, on note le maintien à des postes clés des jeunes. Aucune sortie dans leur rang, ils reçoivent plutôt du renfort. Serait-ce une marque de confiance à cette jeunesse au pouvoir? Notre rédaction s'est penchée sur la question. C'est un fait, l'opinion publique ne saurait le refuter. Patrice Talon fait confiance aux jeunes. Il vient de le prouver à nouveau en leur renouvelant son soutien à des postes clés dans le gouvernement remanié. Le chef de l'État maintient au très convoité poste des Finances le jeune Romuald Wadaï, sorti de la prestigieuse université de Harvard aux États-Unis. Aurélie Adamsoulé-Zoumarou demeure dans les rangs avec un ministère éclaté. La communication ne relève plus de son domaine de compétences. Les nombreux challenges liés à la migration vers la TNT lui valent de se consacrer exclusivement au secteur du numérique. Idem pour Oswald Omeki. Désormais, il s'occupera spécifiquement du sport, son management ayant conduit les Écureuils en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations n'y est sans doute pas étranger. Patrice Talon voit peut-être en lui le sauveur du sport, si dévoué, le rendrait davantage plus efficace. Modeste Iounté Kérékou, lui, conserve son poste de ministre des Petites et Moyennes Entreprises. L'ancien ministre des Sports, Souboni Yahi, reçoit certainement le feu vert du chef de l'État pour poursuivre ses actions afin de réussir le vaste chantier de l'auto-emploi au Bénin. Pas de changement au ministère de l'Eau et des Mines. Samou Seydou Adambi a ainsi l'aval du premier responsable du pays pour favoriser l'accès à l'eau pour tous. Il s'agit là d'une bonne combinaison de compétences et de loyauté au sein de cette jeunesse dont Patrice Talon ne veut se séparer. Il le confirme en injectant du sang neuf. Sadia Alimatou Assouma fait ainsi son entrée au gouvernement et hérite du secteur de l'industrie et du commerce. Tous ces jeunes dans l'environnement immédiat du chef de l'État sont la preuve de la priorité qu'il accorde à cette frange importante de la population. Un bon dosage d'anciens et de jeunes pour assurer la cohésion recherchée autour du programme d'action du gouvernement.
Nouveau gouvernement du président Patrice Talon, des Béninois rencontrés à Cotonou expriment des attentes. Ils sont au micro de Jérôme Hongbo et de Alexis Quenom. Ce que j'attends d'eux, c'est l'efficacité et le travail bien fait. C'est-à-dire qu'ils doivent démontrer effectivement qu'ils méritent, n'est-ce pas, et la confiance de leur chef. Ceux qui sont restés dans le gouvernement, et tout ça là, ça dépend peut-être de leur efficacité et peut-être il a vu en eux une certaine qualité et c'est pourquoi il n'a pas voulu, n'est-ce pas, se débarrasser d'eux. Les attentes sont les mêmes. Continuer dans la lancée, assainissement des finances publiques, renouvellement de la classe politique, travail bien fait, rigueur, afflux des fonds pour le développement, asphaltage qui était devenu miracle. J'aurais souhaité que ça continue, il faut que ça continue, il faut qu'il y ait beaucoup plus d'ardeur dans la recherche du financement pour les deuxième et troisième phases. Je crois qu'aujourd'hui, l'aveugle voit et le sourd entend. Le gouvernement actuel, surtout les nouveaux entrants, doivent entrer rapidement dans le mouvement pour savoir que le gouvernement de Patrice Talon ne fait pas que de la politique, mais qu'il met en pole position le travail, le développement. Ceux qui sont déchargés ont fait quand même beaucoup de choses. 3 ans, c'est beaucoup. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas efficaces. Peut-être qu'ils sont aussi pressentis à d'autres postes. On ne sait pas. C'est le chef de l'État seul qui a le secret des délibérations. Il me plaît de dire à tous ceux qui sont en train de crier là, de bavarder, de se taire. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se fait, je pense que le président est sur la bonne voie. Je le dis sans état d'âme, parce que je ne suis même pas de votre pays. Mais lorsque je regarde, j'observe et je vois tout ce qui se fait avec méthode. Un président qui mène une lutte acharnée contre la corruption, le détournement des deniers publics, personne ne peut l'aimer. Je pense que le travail qu'il est en train de faire au Bénin mérite d'être, disons, c'est-à-dire de copier par d'autres présidents, parce que c'est l'un des rares présidents qui mène une lutte contre le détournement des deniers publics. Donc j'ose croire que ceux-là qui rentrent dans le gouvernement, ils ne peuvent que suivre le train. La seule direction, c'est que travailler sans détourner. Depuis le CFA aussi, on a vu l'arrivée de Romain et à la tête du transport aujourd'hui, on veut qu'il y ait un résultat. Ils ont quelque chose à apporter, donc ils n'ont qu'à apporter pour que nous les applaudissons. Le peuple est là, on les suit. 24 ministres sont donc appelés à travailler aux côtés du président Patrice Talon. Quelle lecture en fait la presse nationale? La revue de presse est signée Ricardo Loïc Péco. Elle est enfin là. Après de longs mois d'attente, la 3e équipe gouvernementale du président Patrice Talon est connue. C'est une liste de 24 ministres, confie le journal Le Progrès. 24 ministres dont les photos sont affichées à la une du quotidien Le Matin. 6 nouvelles entrées, 3 sorties, c'est le constat que fait le quotidien L'événement précis. Si pour le journal, Patrice Talon a mis en place une équipe de combat, le potentiel pour sa part nous apprend que le chef de l'État s'offre un gouvernement de succès. Preuve, poursuit le Canard, les entrées de Jean-Michel Abimbola, Alain Orunla et Ladékan Yahi en disent long, se prêtant alors à un décryptage des choix qui ont été faits par le président Patrice Talon. Fraternité fait constater que si des portefeuilles ont été saucissonnés à l'instar de celui de la communication et de l'économie numérique, l'une des plus grosses remarques, c'est le renforcement de la jeunesse. Aux jeunes déjà présents, comme les ministres Romuald Ouadaï, Osvaldo Meki, Sam Seiboua Dambi, Aurélie Adam Soulé Zoumarou, Benjamin Ronkpati, Modeste Kérékou, viennent désormais s'ajouter Sadia Assouma, Jean-Michel Abimbola et Maître Alain Orunla. En somme, écrit le Canard de Ménontin, une bonne dizaine de jeunes continuent de bénéficier de la confiance du chef de l'État.
Un judicieux clin d'œil donc à la jeunesse et une sérénité pour les ministres élus députés, soutient mon confrère. Tirant aussi les grands enseignements de ce remaniement ministériel, la priorité annonce le grand retour de Hervé Réhomé. Tout Premier ministre des Infrastructures et des Transports sous Patrice Talon, l'homme d'Agonly fait son comeback au sein de l'équipe de combat, sans doute la preuve de la compétence et de l'équilibre régional, note mon confrère. Compétence pour compétence, ce que le journal Fraternité qualifie d'ailleurs d'intrigue, c'est l'entrée au gouvernement de Éléonore Yahi, épouse Ladécan. Une technicienne proche de Boni Yahi, dans les rangs, fait remarquer la presse du jour. De quoi surprendre, selon l'événement précis, l'opposition béninoise. Surprise ou pas, c'est désormais une évidence, du moins selon Bénin Intelligent. Patrice Talon forme un gouvernement d'ouverture avec 6 nouvelles figures et plus de femmes promues. Le chef de l'État porte à 5 le nombre de femmes dans son gouvernement, de quoi prouver son attachement à la promotion du genre. Ainsi, avec sa fidélité inébranlable aux précarés, ces hommes de main, qui sont tous restés en pause, Fraternité conclut que Patrice Talon aime travailler et ce n'est pas demain que cela changera. Autre volet de l'actualité après leur désignation le 14 août dernier à l'Assemblée nationale, les membres du COSLEPI ont été installés ce vendredi par la Cour constitutionnelle. On fait le point avec Lénaïk Agbazaou. Chantal Haï. Je le jure. Prestation de serment des nouveaux membres du COSLEPI, Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée. Ils ont pour principale mission de définir les orientations stratégiques de l'ANT, Agence nationale de traitement, d'analyser et de régler les difficultés d'application pratique pouvant résulter des dispositions légales et réglementaires relatives au fichier électoral national et de définir les autres applications et les modalités de leur gestion. Après la phase solennelle d'installation, le président de la haute juridiction prodigue quelques conseils. La mission n'est pas si facile parce que les regards des uns et des autres dans un espace politique dynamique posent et portent sur chacune de vos personnes. Parce que vous êtes, avec l'Agence nationale de traitement, les gardiens de notre fichier électoral pour le temps que prescrit la législation en vigueur. Et parce que gardien de notre fichier électoral, vous allez en assurer l'actualisation. Vous allez régler les incidents. Vous allez conserver le fichier. Vous allez protéger les données de chaque citoyen. Vous allez faire en sorte que chacun ait la satisfaction de ce droit qui est fondamental d'être inscrit sur la liste électorale. Que cette confiance que chaque citoyen place en vous, cette confiance soit honorée. Les membres du COSLEPI installés mesurent l'immensité de la tâche qui leur est dévolue. Si vous avez l'occasion, pour un temps, d'avoir un regard sur le fichier électoral, au nom de tout le peuple béninois, le sentiment, c'est d'abord de responsabilité, le sentiment d'engagement pour l'intérêt de la République. Donc, nous entamons ce mandat avec beaucoup d'engagement et de détermination pour que, à la fin de l'opération, que dans la loyauté, la probité, que ces engagements puissent être donc traduits dans les faits à la satisfaction du peuple béninois. Ils sont ainsi désormais renvoyés à l'exercice de leurs fonctions. À noter les absences justifiées des députés Edmond Agua et Mathias Kouanou, qui prêteront aussi serment dès qu'ils seront disponibles. Le COSLEPI est composé de 9 députés et des directeurs généraux de l'INSAE et de l'État civil, soit 11 membres au total. Parlons maintenant de cette audience à l'Assemblée nationale. Des têtes couronnées de Porto-Novo, mais aussi des dignitaires du Vodou-Rwendo du Bénin ont été reçus en audience mercredi dernier par le président de l'institution. Au menu des échanges, le soutien de ces personnalités aux actions du président du Parlement et la question de l'assainissement des milieux vaudous du pays. Guillaume Avieno.
Dès Porto-Zoumé Hakon 3, roi de Porto-Novo à la tête d'une délégation de têtes couronnées de la capitale du Bénin, a été le premier reçu en audience ce mercredi par le président Louis Gbéounou Vlavonou. La délégation est venue témoigner son soutien aux actions du président de l'Assemblée nationale. Nous savons que c'est un homme capable. Nous sommes arrivés ici pour le féliciter et pour lui dire que nous sommes avec lui. Et nous nous révélons, comme toujours, comme un appui au développement. Nous avons confiance en lui et nous avons confiance aussi au chef de l'État, son plan d'action. Nous sommes avec eux. Il n'y a pas de problème que les mandats des ancêtres les bénissent tous et qu'il y ait la paix, le vivre ensemble. L'autre délégation à avoir été aussi reçue en audience par le président du Parlement reste celle des hauts dignitaires du Vodou-Wendo du Bénin. Elle est venue adresser ses félicitations au président Vlavonou pour son élection à la tête de l'Assemblée nationale et plaider pour l'assainissement des milieux vaudous du pays. Aujourd'hui, il faut assainir un peu la communauté vaudou puisqu'il a un fourre-tout. Donc, la mise en place de ce Parlement permettra de savoir qui est qui dans la communauté vaudou. Donc, nous avions parlé aussi, entre autres, quand même d'un certain nombre de préoccupations telles que les droits des enfants, l'autonomisation de la femme. La communauté souhaiterait aussi que le Parlement prenne l'initiative de l'institutionnalisation d'une journée de retour sur le continent des descendants d'ex-esclaves outre-Atlantique devenus nombreux à manifester le désir de revenir à la source. L'Union progressiste s'ouvre à la population béninoise et à ses militants. Le parti organise dès demain des journées portes ouvertes. Jocelyn Nénéidini, membre du bureau politique de l'UP, nous en parle au micro de Blaise Adankbo et de Alexis Quenom. Il s'agit de ce qu'on a appelé les premières journées de l'Union progressiste. Il s'agit d'ouvrir ces journées à tous les militants des 77 communes. Les journées se tiendront les samedis 7 et dimanche 8 septembre 2019 au Palais de la Gratitude à Calavi. L'Union progressiste est née dans un contexte de transformation même du cadre d'exercice de la fonction politique. Il s'agit de faire en sorte que tous les militants sachent le particularisme qui caractérise leur parti. En quoi leur parti est différent des autres partis. En quoi leur parti leur demande d'être des militants modèles, des militants progressistes. Il s'agit donc, pour pouvoir faire en sorte que le militant progressiste puisse inviter d'autres Béninois à rejoindre la grande famille progressiste, qu'il puisse dire en quelques mots qu'est-ce que c'est que l'idéologie progressiste, en quoi nous sommes différents des autres, et qu'est-ce que nous attendons, qu'est-ce que le pays est censé attendre de l'Union progressiste. Donc voilà un peu le contenu qui va meubler ces journées, afin qu'au sorti des 48 heures de formation politique, que chacun des participants puisse répondre en très peu de mots à ces questions qu'on nous pose souvent. En quoi vous êtes différent des autres? Et vous constaterez lors des premières journées de l'Union progressiste que ce serait l'occasion d'accueillir encore parmi nous de nouveaux membres qui seront présentés à l'ensemble des militants durant le week-end prochain. Rendons-nous à présent à Parakou qui va bientôt disposer de logements sociaux de type nouveau. Les démarches se poursuivent et l'enquête Komodo-Inkomodo a été lancée. Judicaël Ayena Bertin Adimi. C'est sur ce site que sortiront de terre les 2500 logements sociaux prévus pour Parakou dans le cadre du PAG. Entourés des cadres techniques de la mairie de Parakou, les membres de la commission interministérielle en charge de la gestion des sites devant accueillir les projets de construction d'infrastructures prévus par le PAG s'informent. Rien n'est laissé en rade parlant des limites du site de Beyerou à l'entrée sud de Parakou, domaine retenu pour abriter les logements sociaux au profit de la ville. Très chers membres
du bureau des personnes affectées. Voilà encore devant nous ce grand cadeau qui nous est offert par l'État béninois à travers le chef de l'État. À nous, à vous, surtout, un sacrifice particulier pour l'aboutissement de ce projet. Comment appréhender le degré de sacrifice à consentir si en amont il n'y a pas eu des échanges francs et pointus susceptibles d'informer amplement les parties prenantes sur la pertinence du projet? La tenue de la présente séance d'échange et de sensibilisation avec les personnes affectées par le projet est donc d'importance avec le démarrage de l'enquête Komodo-Inkomodo. C'est quoi l'enquête Komodo-Inkomodo? En fait, c'est une opération qui consiste à publier, à afficher les différents relevés qui ont été faits sur le terrain, parcelle par parcelle. Est-ce que la parcelle elle est nue? Est-ce qu'elle est bâtie? Est-ce qu'elle est plantée? Chacune des parcelles à qui ça appartient. Le plan va être affiché, la liste des personnes affectées par le projet va être affichée et en face, on verra les biens appartenant à chacun ou bien relevés pour le compte de chacun. Et pour chaque réclamation que vous faites, vous devez pouvoir apporter les éléments qui permettront à la commission de pouvoir accéder à votre requête, de pouvoir accorder une suite favorable à votre requête. Nul doute, cette séance de travail avec les personnes affectées par le projet trouve tout son sens. Ceci d'autant qu'elle leur a permis d'être mieux informés et surtout d'exposer leurs préoccupations. Après plusieurs heures d'échange, les inquiétudes des uns et des autres sont dissipées à la satisfaction des autorités qui prennent des engagements. La préfecture et la mairie de Parakou sont disposés à jouer les participants aux côtés de la commission interministérielle de dédommagement et d'indemnisation des personnes affectées par le projet afin de préserver l'intérêt général et de faciliter l'aboutissement du projet. Pour compter du 6 septembre et pendant un mois, les opérations d'enquête Komodo-Inkomodo vont se dérouler à la mairie et au siège du 1er arrondissement de Parakou. La mairie de Parakou met en vente des parcelles à prix forfaitaire au profit des filles et fils de cette ville. Le projet a été présenté aux ressortissants de la cité des Kobourou, résidant à Cotonou. Compte rendu. C'est votre intérêt. C'est l'intérêt de Parakou. Opération séduction pour le maire Charles Toko et tout son conseil communal. Plus de 1500 parcelles de 500 mètres carrés lotis, sécurisées, sont mises en vente dans la zone de croissance économique de Bakar. Objectif, faire de Parakou un des plus performants centres d'affaires du Bénin. C'est le centre des affaires, avec tout ce qu'on peut ajouter autour, environnement, jardin, aire de jeu. C'est un centre décisionnel. C'est l'endroit, comme par exemple la défense en France. C'est pour cela, exprès, le gouvernement et nous avons choisi la zone entre le Nigeria et Parakou. Dans moins d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ces mêmes parcelles que vous êtes en train d'acheter à 1 million passeront à 5 millions, à 10 millions, à 20 millions. On ne vous demande pas de construire. Des gens viendront vous réveiller la nuit pour dire on veut votre parcelle. C'est votre intérêt. C'est l'intérêt de Parakou que vous ayez ces parcelles à cet endroit stratégique. Ces retrouvailles appelées rencontres de vérité ont permis à Charles Toko de passer au scanner les actions du gouvernement au profit de cette ville à statut particulier. Aujourd'hui, le gouvernement a lancé le PROSEC. C'est officiel. La voie Parakou-Kabo sera bitumée. L'aéroport, nous sommes en pleine négociation avec les Danois. Parakou redeviendra le centre des affaires qu'il était. Aujourd'hui, la politique du gouvernement, c'est quoi? Toutes les usines de transformation seront installées à Parakou. Ce n'est pas la peine que quelqu'un produise du coton et qu'on prenne ce coton, qu'on exporte. Non. Les Japonais, le projet est pratiquement bouclé. On va installer une usine textile à Parakou. Alors prenez vos responsabilités. Des réponses ont été trouvées aux préoccupations des conviés, tous subjugués par le projet.
Hors du Bénin, le Zimbabwe est en deuil. L'ancien président Robert Mugabe est décédé ce vendredi à l'âge de 95 ans, 2 ans après avoir été chassé du pouvoir. Le parcours de ce président atypique, parti de héros pour finir dictateur, est présenté ici par James William Gbagidi et Ariel Metao. C'est dans cet hôpital de Singapour que Robert Mugabe avait coutume de venir se faire soigner du temps de son long règne, notamment lors des dernières années. C'est tout logiquement là que le vieux lion s'est éteint ce 6 septembre 2019. La nouvelle portée à la connaissance des Zimbabwéens au matin, les réactions ont pour la plupart été partagées. Si certains saluent la mémoire d'un grand homme, c'est parce que Robert Mugabe a le mérite d'avoir, par les armes, conduit le peuple noir de l'ex-Rhodésie du Sud à l'indépendance en 1980 au prix d'immenses sacrifices. Mais les Zimbabwéens sont aussi nombreux à lui reprocher d'avoir plongé le pays dans une dépression économique inédite à partir de la catastrophique réforme agraire du début des années 2000. L'essor économique atteint grâce à l'agriculture et plus particulièrement grâce au tabac a été mis à rude épreuve après cette redistribution anarchique des terres, le plus souvent aux apparatchiks du régime. On reproche également au compagnon Bob d'avoir confisqué le pouvoir, embastillé ses opposants, notamment Morgan Tsvangirai, et d'avoir voulu léguer le pouvoir à son épouse Grace, ce qui précipitera sa chute en 2017. Robert Mugabe, remplacé alors par Emmerson Mnangagwa, était le plus vieux chef d'État en exercice au monde. Le gouvernement promet des obsèques dignes au père fondateur qui était le vieux président. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.